Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Quand on regarde l'année 2025, qu'est-ce qui te semble le plus marquant finalement dans l'évolution de la fonction publique ? Enfin, l'année 2025, si tu devais faire un bilan, ce serait quoi pour toi ? Bon, déjà, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse dire que l'année 2025 a été une année très particulière, puisque ça a été une année d'instabilité politique et budgétaire. Donc on a quand même nous-mêmes aussi vécu cette période en essayant d'assurer la continuité du service public, la continuité de l'État. Et c'est ce qui m'a frappé, je te donne une petite anecdote, c'est que le 6 octobre 2025, on a fêté en fait les 80 ans de la direction de la fonction publique, donc de la DGAFP. Et ce jour-là, donc tu vois, on célébrait 80 ans d'histoire, d'accompagnement, de grandes réformes de la fonction publique, évidemment. Et ce jour-là, c'est aussi le jour où on a appris la démission du premier gouvernement de Sébastien Lecornu. D'accord. Et donc on avait à la fois, j'allais dire, tu vois, un petit peu cette allégorie en quelque sorte de la stabilité de l'administration et cette allégorie de l'instabilité politique du moment. Donc nous on s'adapte, c'est notre métier, on est sous l'autorité du pouvoir politique évidemment, et donc on met en œuvre les orientations qui nous sont données par nos autorités politiques, mais y compris dans cette période-là d'instabilité, il faut qu'on prépare les choses, qu'on fasse avancer un certain nombre de dossiers. Et donc un chantier très important de l'année 2025 dans ce cadre-là, c'est le déploiement en fait de la mutuelle d'une mutuelle obligatoire pour les fonctionnaires de l'État, mais qui va se décliner pour les fonctionnaires territoriaux et aussi pour les fonctionnaires hospitaliers. Et ça, c'est vraiment une réforme qui nous a beaucoup occupés, qui vraiment est un vrai changement quand même pour les agents publics, puisque l'employeur contribue pour moitié à cette mutuelle, à cette complémentaire santé. Et donc ça a été vraiment une avancée importante de mise en œuvre pour l'année 2025 sur laquelle je souhaitais revenir. Et il y a une deuxième réforme, j'allais dire, qui m'a beaucoup marqué et sur laquelle je suis vraiment très fier d'avoir travaillé, mais c'était plutôt dans mes anciennes fonctions comme directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. C'est la réforme en fait du recrutement et de la formation des enseignants. Parce que tu sais que nous avons des enjeux de recrutement très importants pour l'éducation nationale, qui recrute évidemment beaucoup. C'est le premier employeur de France. Et donc pour attirer davantage les jeunes vers ces métiers, il y a une réforme qui permet de passer le concours non plus après ton master, mais après ta licence. Et ensuite, tu as 2 années de formation et qui sont rémunérées par l'État. Et donc ça, c'est effectivement un élément d'attractivité important et dont je suis vraiment très fier parce que j'ai travaillé pendant 2 ans sous cette réforme et je suis content qu'elle ait pu aboutir en 2025. Et là, elle va se mettre en œuvre maintenant en 2026. Et c'est important parce que évidemment, les enseignants, l'éducation nationale, c'est l'avenir de l'ensemble des jeunes et de tout le pays. Et donc, c'est là qu'il faut mettre, j'allais dire, le poids du corps et les investissements parce qu'on en a vraiment besoin. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. L'avenir commence là, effectivement. Et en plus, c'était un sujet. Ça fait longtemps qu'il est sur la table, hein, si on peut dire comme ça, ce sujet. En tout cas, ça fait longtemps que j'en entends parler. Et les collègues enseignants que j'ai dans mon cercle d'amis, enfin voilà, coucou à eux, m'ont dit effectivement, tiens, ça a changé. Et ça leur a. Enfin, il y a une autre façon de voir les choses. Enfin, c'était vraiment une réforme qui a été attendue, accueillie et ils en étaient très contents. Je sais qu'il y a des jeunes qui se sont lancés. Enfin, il y a des vocations. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des vocations qui sont en train d'être créées là. Donc ça, c'est top. Bon je m'en réjouis parce que c'était l'objectif. Ah, bon sur l'année 2025, on va pas passer trop de temps sur le passé, mais là maintenant l'avenir. Comment tu le vois toi de ta lorgnette? Bon déjà moi,
par nature, je suis d'un tempérament, j'allais dire résolument, optimiste. Donc, moi, quand je me lève le matin, j'ai un métier qui a du sens et je me dis: «Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?» J'allais dire pour faire en sorte que la fonction publique, bah, soit toujours plus attractive, résiliente. Donc ça, c'est moi, c'est ce qui me motive, au quotidien. Après voilà, on fait aussi, bah, voilà, dans la mesure de nos possibilités, du budget, que l'on a, mais j'ai vraiment autour de moi des équipes, et je le dis vraiment très sincèrement, qui, tous les jours, bien se lèvent le matin, pour, voilà, défendre la fonction publique, trouver des solutions aux problèmes, simplifier, les choses et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc on va continuer, comme ça, en 2026. 2026, c'est une année un peu particulière parce que tu sais, Ouais. on c'est une année électorale, on va dire, parce qu'on a des élections, Oui, professionnelles, donc pour élire nos en plus. représentants, syndicaux. Donc forcément ça a une influence, hein, sur le programme de travail. Et évidemment, on a l'année prochaine, on a les élections municipales, et qui vont se tenir dans quelques semaines et on a l'année prochaine, évidemment, les élections, présidentielles. Présidentielle. Donc ça, je voulais te le dire parce que forcément, ça a un impact sur notre Oui. activité et donc c'est pas en 2026 qu'on va faire les grandes réformes de la fonction publique. Ça veut pas dire qu'on n'a pas, beaucoup de projets à porter. Et donc moi, ce que je vois pour l'année 2026, c'est qu'il y a, évidemment, une attention importante sur les questions de pouvoir d'achat. Et donc là, nos ministres ont annoncé, qu'on allait engager, des travaux avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, pour pouvoir, travailler en fait sur une évolution de notre système de rémunération, pour, tenir Oh. compte notamment des enjeux d'attractivité, des métiers. Moi, je ressens un besoin, très, très fort quand même dans la fonction publique et je crois que ces sujets ont été pendant longtemps, pas mis de côté, mais en tout cas pas totalement prioritaires sur les conditions de travail, sur le management. Et Mmh. donc on a engagé, là aussi, un cycle de discussion avec les organisations syndicales pour pouvoir travailler, sur ces questions. Comment améliorer, le management, au quotidien? Comment améliorer les conditions de travail? Et donc on va travailler sur des, voilà, sur des propositions concrètes. Il y a un troisième sujet, qui est la question de la protection des agents publics. Tu sais que, bah, les agents publics sont quand même de plus en plus, confrontés, dans le cadre de leur Ouais. mission à une forme d'agressivité, de remise en question aussi, par les usagers du service public et donc il y a une attente de protection, de des agents publics. Donc il y a déjà beaucoup qui a été fait, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour améliorer la protection fonctionnelle, pour que les employeurs puissent déposer plainte, aussi pour accompagner, les agents, pour former les agents, pour sensibiliser aussi les usagers, au respect aussi qu'ils doivent, évidemment, aux agents publics et donc ça va être une priorité, importante. Et quatrième sujet, je crois, qui, là nous occupe tous, hein, et qui est en train d'arriver dans notre quotidien, c'est celui de l'intelligence artificielle qui va, Mmh. évidemment, modifier sans doute profondément, les métiers et donc là, c'est, aussi une priorité de notre, ministre, c'est de travailler à un déploiement, j'allais dire raisonné, éthique, respectueux aussi, évidemment, de l'environnement, de l'intelligence artificielle, d'anticiper quel impact ça va avoir sur les métiers et donc, à sa demande aussi, nous allons travailler à un accord qui sera peut-être qu'on souhaite être le premier accord sur, l'utilisation de l'IA, dans les services publics et donc ça fait partie, voilà, des priorités sur lesquelles on travaille, aujourd'hui et nous sommes vraiment convaincus que c'est, avec les agents publics et évidemment pas contre les agents publics que nous allons pouvoir utiliser, voilà, cette opportunité parce que l'IA est là, il faut que l'on puisse s'en servir, il faut qu'on s'en serve de manière la plus intelligente possible et toujours, mettre l'humain, au centre. Ça c'est, évidemment un aspect très, très fort parce qu'à la fin et ça c'est un élément hyper important dans la fonction publique, c'est que, à la fin, il faut toujours qu'il y ait un responsable et le responsable, ça peut jamais être la machine, c'est, toujours l'humain et donc ça, la responsabilité, c'est vraiment un élément, clé et on pourra jamais se défausser, sur la machine parce que, l'IA a fait une erreur. À la fin, c'est toujours, le contrôle humain qui importe.
Ouais, c'est passionnant ce que tu viens de dire. Alors je prends plein de notes, hein, comme à chaque fois. Je suis désolée pour le petit bruit. Mais en tout cas, c'est 4 chantiers qui me semblent hyper structurants, que ce soit, la rémunération, les conditions de travail, notamment le management, la protection des agents et l'IA. Ça va changer le quotidien des agents, ça. C'est, enfin, ça va être un chamboulement. Alors évidemment, je me doute que ça va pas se faire d'un claquement de doigts et que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est quand même 4 chantiers énormes à mettre en œuvre, quoi. Mais c'est super bien. Non, écoute, c'est des très gros chantiers, mais nous, c'est notre responsabilité, en tant que, tu vois, DRH, on va dire, de la fonction Mmh. publique, de mettre ces sujets sur la table, de réfléchir, avec, le plus largement possible, avec des chercheurs, avec des praticiens, avec les organisations syndicales aussi, évidemment, et pour faire des propositions, concrètes et ensuite pour, les pousser. Changer le droit aussi si c'est nécessaire, hein, parce que évidemment le cadre juridique, c'est toujours un élément qui nous permet de voilà, de faire bouger les choses, aussi. Le droit, c'est pas qu'un empêcheur de tourner en rond, c'est aussi un levier de transformation. Et donc, ensuite, l'idée, c'est aussi qu'on puisse, outiller, les managers publics, l'encadrement de proximité, avec des propositions concrètes. Mais c'est vrai que on peut nous tout seul, on va pas y arriver. C'est évident et donc il faut qu'on soit suivi, derrière et donc il faut qu'on puisse mobiliser, le plus largement possible, convaincre pour qu'ensuite on ait, des relais, partout dans toutes les organisations publiques qui vont aussi porter ces sujets et bien sûr, je reste, modeste, c'est-à-dire que, tu vois, c'est des sujets que nous on va porter là, mais c'est des sujets qui sont déjà portés, évidemment, sur le terrain. Il y a déjà beaucoup d'initiatives, dans les collectivités, dans les hôpitaux, dans certains services de l'État aussi, pour pousser des nouvelles méthodes de management, pour pouvoir pousser la transition écologique, pour pouvoir prendre des initiatives sur l'IA, évidemment. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse aussi donner un cadre et j'allais dire aussi inciter ceux qui ne sont pas encore partis dans cette direction pour y aller et le faire de la meilleure façon possible. Mmh. Et je rebondis sur ce que tu disais à propos de l'IA, quand tu disais finalement c'est, la décision elle doit être humaine et ça c'est fondamental quand on parle d'IA. Alors, je suis en train d'essayer d'organiser, c'est pareil, faut réussir à trouver une place dans les agendas, des enregistrements avec une personne notamment qui a beaucoup travaillé sur l'IA, notamment au ministère et enfin le peu d'échanges déjà que j'ai eu avec cette personne, c'est passionnant parce que elle me disait: «Il faut qu'on puisse, démontrer que la décision, elle est humaine, qu'il y ait une Mmh. traçabilité, c'est fondamental» et je crois que dans l'épisode qui est sorti, hier, je parle un petit peu d'IA d'un point de vue, dirigeant, je vais le dire comme ça, je disais, c'est mon avis, hein, aujourd'hui, l'IA, ce que je trouve fascinant, c'est que ça va nous permettre de faire un focus sur le pourquoi et la fonction publique par essence, comme tu le disais tout à l'heure très justement, ça c'est un métier qui a du sens. Si c'est pas celui qui en a le plus, par rapport au secteur marchand, et l'IA finalement nous dédouane du comment pour nous concentrer sur le pourquoi, sur ce qui a du sens et donc ça ne peut être qu'un vecteur, qu'un outil, dont on peut, se saisir pour faire, encore mieux, j'ai presque envie de voilà, c'est les JO en ce moment, de citer Coubertin, plus vite, plus haut, plus fort, si je me trompe pas. Mmh. C'est Bref, ça. il y a un Plus truc à loin. faire. Plus loin, voilà, je me disais bien, il y avait un truc. Il y a un truc aussi, enfin, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué ensemble, mais, on l'a évoqué en off et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, c'est la revue stratégique nationale. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu? Ouais, alors on a effectivement, lancé, justement à l'occasion en fait des 80 ans, de la DGAFP, une revue stratégique sur la fonction publique pour en fait penser la fonction publique à horizon 2035 et 2050. Et d'ailleurs je donne, rendez-vous à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, puisque nous allons, faire la restitution, de cette revue stratégique à l'occasion des 80 ans du statut général des fonctionnaires. Donc ce sera en octobre, 2026. Donc en fait, pour te dire en quelques mots, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tu sais, bon, les exercices prospectifs, c'est toujours, voilà, on se demande toujours à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est notre responsabilité de, nous dire, de penser l'avenir. En fait, ça fait depuis, 2013 avec un rapport, qui était un rapport d'un ancien directeur général de l'administration de la fonction publique qui s'appelle Bernard Pêcheur, qu'il n'y a pas eu en fait de réflexion générale sur, la fonction publique, où on en est, où est-ce qu'on va.
Donc moi, j'ai pensé que c'était vraiment utile de faire ça et ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure, tu sais, sur, un peu la simplicité du débat public sur la fonction publique. Ça se résume un petit peu à, trop de fonctionnaires, pas assez de fonctionnaires. Je pense qu'il faut qu'on dépasse, ce débat-là, qu'on alimente donc le débat public et si je devais le dire simplement, c'est qu'en fait, on a des attentes très fortes de nos concitoyens vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des services publics, pour plus d'égalité, plus, d'efficacité. Que pour faire vivre des services publics, on a besoin d'agents publics, qu'on le veuille ou Veuille ou non, non. parce que sinon ça ne marche pas. On a des changements profonds qui sont vraiment en cours en matière de démographie. Il y a un Ouais. vieillissement de la population, donc des services publics qui vont changer. Peut-être qu'on aura moins besoin d'enseignants, plus besoin, d'infirmières. On va avoir un renouvellement démographique aussi très important, avec une fonction publique qui vieillit, les gens qui partent à la retraite, donc il va falloir, qu'on le veuille ou non aussi, remplacer, ces, agents publics pour qu'ils fassent fonctionner les services publics et donc il faut qu'on se dise, eh ben, à horizon de 10 ans, à horizon de 25 ans, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour assurer la résilience de la fonction publique, pour continuer à recruter, des, personnes, engagées, motivées, compétentes? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces personnes ensuite puissent évidemment rester, continuer de travailler, avec nous? Comment est-ce qu'on fait en sorte aussi qu'on préserve ce socle de valeurs qui est extrêmement important, ce socle de règles qui est aussi important tout en garantissant aussi, comme on disait tout à l'heure, la spécificité des métiers, la spécificité des environnements professionnels et donc c'est toutes ces questions-là qu'on est en train de se poser et donc on va, interroger, des spécialistes, des chercheurs, des jeunes agents publics, des agents publics aussi, moins jeunes, les organisations syndicales. Donc c'est vraiment aussi un travail collectif et on va en fait proposer des scénarios, d'évolution, j'allais dire, d'un statu quo, on va dire, amélioré, à peut-être aussi des scénarios qui sont, voilà, un peu plus, disruptifs, comme on dit. Et moi, j'invite vraiment, toutes celles et tous ceux qui veulent y contribuer, à le faire, à envoyer des propositions, des contributions et on aura une plateforme qui permettra de le faire et qui va ouvrir dans quelques jours ou quelques semaines. Ah, c'est génial. Alors, moi, qui je viens des finances, hein, c'est vrai que tu ne le sais peut-être pas, mais du coup, l'exercice de la prospective, c'est quelque chose qu'on fait, tous les ans ou Mmh. presque et je trouve ça passionnant, en fait, de se dire, voilà, toutes choses étant égales par ailleurs, si les choses restent dans la moyenne de ce qu'on vit aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Et des fois, c'est intéressant juste de se dire ça, parce que ça peut piquer et puis Mmh. qu'est-ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui? Parce que, bah, oui, les agents, il faut prendre le temps de les former et il faut prendre le temps enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'est aujourd'hui qu'on plante les graines, pour demain. Tout à fait. Non, C'est ça. c'est exactement ça et tu vois, même par rapport à ce que tu disais, aussi sur l'IA, aujourd'hui, on est, tu vois, les uns et les autres quand même très noyés dans le quotidien, la gestion, voilà, des problèmes, le travail administratif, voilà, qui peut nous occuper au quotidien et sans doute et on l'espère et il faut qu'on travaille dans ce sens-là, que l'IA va nous permettre, de simplifier un certain nombre de tâches qui nous occupent beaucoup, pour aussi avoir plus de temps pour réfléchir. Et ça, je pense que c'est vraiment, hyper important. Bah, tu le dis, dans les finances, effectivement, ça fait partie du métier. Dans les RH, on est quand même, bah, très monopolisé par la gestion du quotidien et parfois on n'a pas suffisamment le temps de se projeter, vers l'avenir, d'anticiper, les évolutions des métiers, d'anticiper, comme tu le disais aussi, les besoins de formation et donc il faut qu'on puisse, voilà, trouver du temps pour réfléchir et donc c'est ça qu'on essaie de faire là avec les équipes, voilà de et 2026 c'est une bonne année aussi pour le faire. C'est comme je disais, on va pas préparer non plus des grandes réformes, mais on va préparer l'avenir et je pense que c'est important. Mmh. Alors tu as donné la date, enfin octobre 2000, enfin octobre en fait. J'ai noté le 6 octobre, et après, il y avait les statuts aussi dans un second temps. Le 23 juin, c'est une date, c'est la journée de la fonction publique ou pas? Ouais, Je me suis toujours trompée. Non, c'est ça, ouais. hein? Si, Il y a la si, tu as G la raison. DGAFP d'un côté et la fonction publique de l'autre. C'est la journée, le 23 juin, c'est la journée mondiale, de la Ah, c'est fonction ça, publique, et mondial. donc c'est effectivement, voilà, je pense que c'est l'occasion, ce jour-là,
quand même de remercier, l'ensemble des agents publics, qui, travaillent au quotidien, pour nos concitoyens. Et évidemment, il faut pas le faire que le jour de la journée mondiale de la fonction publique. Je pense que On c'est, est d'accord. la Ce serait reconnaissance, dommage. ça voilà, exactement. La reconnaissance, c'est tous les jours. Et donc voilà, il faut qu'on puisse, faut qu'on puisse fêter ça. Il y a un autre rendez-vous, aussi, Oui, que je voudrais, mentionner, c'est, le 9 avril. C'est le 9 avril, en fait, on va, faire, on organise une journée, tu sais, qui s'appelle, Choisir le service public. Donc c'est le forum Choisir le service public, que l'on va faire à la Mutualité française, dans le 5e arrondissement, de Paris. Et où il y aura une journée en fait, de conférences, avec, des spécialistes de leur sujet, avec les employeurs publics qui vont, présenter, leur métier, avec l'ensemble des écoles de service public aussi qui vont venir pour, indiquer, comment est-ce qu'on passe les concours. Et donc c'est un peu, moi j'ai appelé ça un peu la fonction publique pride en quelque sorte, mmh, c'est-à-dire que on parle de nous, on parle de nos métiers et comme je le disais aussi, tout à l'heure, hein, comme je disais dans l'épisode précédent, et on va, en fait inviter des agents publics qui vont, parler, de leur métier et je pense que c'est important parce qu'il y a pas mieux pour attirer, celles et ceux qui veulent nous rejoindre et comme tu le disais, qui ont besoin de un peu de sens dans leur vie et qui ont envie de servir les autres. tout à fait. Boris, si jamais on veut rentrer en contact avec toi, tu veux donner ton 06 ou tu as un LinkedIn? Comment on te contacte? Il faudrait pas quand même que les 5,8 millions d'agents publics, me passent un coup de C'est fil parce que ça, sinon ma messagerie va un peu saturer là. Mais c'est sur ça. LinkedIn, Boris Melmoued, on peut me joindre sur LinkedIn. Je dois dire que j'essaye de répondre à tous les messages qui me sont envoyés Waouh! sur LinkedIn. Mais j'invite aussi parce que j'essaye moi de communiquer aussi, de dire ce que l'on fait avec mes équipes, de faire des propositions aussi dans le débat. Il y a pas mal de gens qui réagissent, donc moi j'invite aussi, ceux qui nous écoutent à réagir, à rebondir sur les posts, à faire des propositions et je les lis systématiquement et sur les messages, j'essaie de répondre aussi donc je pense que LinkedIn, en plus, c'est devenu, à l'heure où, X est devenu on va dire irrespirable, et infréquentable. LinkedIn, je pense, ça reste encore un espace de discussion sur nos enjeux professionnels et je trouve que c'est un bel espace et donc je suis content moi de pouvoir, aussi, contribuer au débat sur LinkedIn et j'invite, tout le monde à interagir avec moi. Parfait. Merci beaucoup, Boris. Merci beaucoup et j'étais vraiment, voilà, très heureux de parler de fonction publique, avec toi parce que, ça fait du bien et j'espère qu'on pourra, partager tous les 2 notre amour pour la fonction publique. Évidemment. Merci d'avoir écouté Fonction publique, mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.